Bien, nous avons évoqué donc un modèle qu'on appelle la nanostructuration en domaine de cohérence, qui fait appel à la physique quantique de seconde quantification, qui est une physique quantique qui utilise le vide comme support matériel, en fait, tout vient du vide. Je vous rappelle qu'en seconde quantification, la matière n'existe pas, elle apparaît à partir du vide, et ensuite elle disparaît dans le vide, et c'est dans ce mouvement de création-annihilation que se retrouve la permanence, en fait, des fréquences caractéristiques de ces créations-annihilations qu'on appelle de la matière. Donc ça, évidemment, ça ouvre des perspectives, c'est-à-dire que quand vous prenez comme hypothèse que la matière n'existe pas, on pense tout de suite à un phénomène qui a fait couler énormément d'encre, qui est la mémoire de l'eau. Le fait que l'eau est une mémoire est évoqué depuis la nuit des temps. On sait très bien que toutes les traditions ont placé l'eau au centre des préoccupations. L'eau était très souvent vénérée, et évidemment, cette vénération de l'eau était liée à ce fait qu'on sentait qu'il y avait quelque chose dans l'eau. La religion qui l'a le plus mis en évidence, c'est peut-être la religion chrétienne, où on baptise les gens en les plongeant dans l'eau pour qu'ils acquièrent des informations divines, ça s'appelle le baptême. Il y a aussi l'eau des bénitiers, qui est très particulière, l'eau bénite, qui a des propriétés qui, pour le profane et le religieux, sont très particulières. Donc là, on voit que la physique quantique va permettre d'aller dans des directions qui sont aussi très intéressantes, parce qu'on peut s'intéresser à des choses qui sont non matérielles, en plus du côté matière, qui vient de cette création-annihilation incessante. Alors, le mieux qu'on puisse faire, c'est de demander l'avis à des grandes sommités scientifiques. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire que la mémoire de l'eau, c'est de la foutaise, que tout ça, c'est n'importe quoi, que c'est impossible, enfin bref. Il suffit de voir ce qu'il y a dans les médias, parce qu'il se trouve que les médias sont très peu objectifs, en fait. Les grands médias, on ne voit que des gens qui sont négationnistes, c'est-à-dire qu'ils disent que la mémoire de l'eau, c'est n'importe quoi. Bon, c'est leur droit, ils ont le droit de faire ce qu'on veut. Par contre, de temps en temps, on va trouver des gens qui sont suffisamment intelligents pour se poser des questions, et surtout qui ont bien compris que nous sommes au XXIe siècle, et qu'au XXIe siècle, boire la molécule d'eau, enfin l'eau sous sa forme H2O, c'est pas vraiment la solution la plus rationnelle, parce que depuis 1930, on a la physique quantique qui nous apprend que tout vibre, que la matière c'est une onde de probabilité. Et donc, on peut prendre par exemple la vie de Brian David Josephson, qui est prix Nobel de physique en 1973. Et ben, quand on lui a posé la question « Qu'est-ce que la mémoire de l'eau ?», il a dit « Après tout, oui, pourquoi pas ?» On est en 1973, c'est-à-dire que la théorie du domaine de cohérence n'est pas encore faite. Elle sera amorcée en 1988 et publiée en 1993. Donc à l'époque où Brian Josephson s'exprime, on n'a pas encore cette théorie des domaines de cohérence. Donc on ne peut pas voir comment l'eau peut acquérir une structure bistable, une nanostructure bistable avec une possibilité de fonctionner comme une mémoire. Mais néanmoins, il est suffisamment intelligent pour dire, dans la préface du livre de Jacques Benveniste, Ma vérité sur la mémoire de l'eau, puisque c'est Jacques Benveniste qui incarne le combat pour faire reconnaître cette idée que l'eau puisse avoir une mémoire, il écrit qu'effectivement, les gens qui sont bien informés au sujet de l'eau admettent tout à fait cette possibilité. Et moi, quand j'ai lu la préface donc, de ce livre, et que je vois qu'un prix Nobel de physique nous dit la mémoire de l'eau, c'est possible, je me suis dit, on va y aller, on va dérouler des équations, et puis c'est vrai, ça c'est l'avantage de la science, si la mémoire de l'eau est une réalité, il y a des équations qui doivent permettre de rendre compte de ce phénomène, et ça a donné, je suis allé lire donc les papiers de Giuliano Preparata, Emilio Del Giudice, de tout le groupe italien qui a fait la théorie
les domaines de cohérence, et puis je vais... Bon, il se trouve que maintenant, Giuliano et Emilio sont morts, ils sont décédés, mais leur travail reste, et je suis un de leurs fervents disciples, et je contribue à propager leurs idées, parce que je trouve que ces idées sont cruciales pour la médecine. Voilà, donc, on sait qu'il y a des gens intelligents qui acceptent l'idée que l'on puisse avoir une mémoire, et maintenant, comme vous l'avez vu, surtout, on a un modèle. C'est-à-dire que ce n'est plus des idées, on n'est plus à l'époque en 73, où on pouvait encore se poser des questions. Maintenant, on a un modèle, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des bicouches lipidiques, que ces bicouches sont hydratées. Il y a la tête polaire, je vous rappelle, ça c'est la partie graisse, ça c'est la partie polaire. Et si vous vous rappelez la vidéo où on a défini un être vivant, on a dit un être vivant c'est de la vinaigrette, de l'eau, de l'huile et du sel, avec un peu de vinaigre qui correspond à la matière organique. Voilà, donc on retrouve ce modèle ici, et évidemment, comme on l'a vu, il y a du vide dans les molécules d'eau. Ce vide dans les molécules d'eau peut être exploité pour créer une grille de 100 nanomètres par 100 nanomètres qui correspond à une excitation à 1932 heptojoules au-dessus de l'état fondamental électronique de l'eau. Et cette grille, comme elle n'a pas de 100 nanomètres par 100 nanomètres, on peut, suivant par exemple, on met des protéines ou pas, avoir des 0 et des 1. Pourquoi? Parce que quand on a une eau qui va être en incohérence, soit parce qu'elle contient du gaz et des sels dissous, soit parce qu'elle correspond à l'endroit où va se mettre une protéine, eh bien on prendra une incohérence, donc on pourra coder ce qu'on appelle le bit 0. Et puis là où il n'y a pas de sel, de gaz dissous, de protéines, il y a en plein endroit, ben là on pourra coder le bit 1. Cohérence, incohérence, cohérence, incohérence, sur une grille bidimensionnelle. Ceux qui ont fait de l'informatique la reconnaissent, une mémoire. Pourquoi? Parce qu'une mémoire, c'est un support matériel sur lequel vous pouvez écrire 0 et 1. Alors il y a des tas de mémoires, par exemple au début c'était des grilles de fils électriques, et à l'intersection de chaque grille de fils électrique, on mettait un aimant qu'on pouvait magnétiser ou démagnétiser. Démagnétiser l'aimant, on était avec le bit 0, magnétiser l'aimant, on était avec le bit 1. Là c'est la même idée, sauf qu'on travaille avec de l'eau et un rayonnement électromagnétique du vide. Mais ça reste toujours une mémoire. Donc l'avantage, c'est que là, on peut faire des calculs quantitatifs avec ce modèle. Ça a été publié, donc ceux qui veulent aller plus loin que ce que je vais dire ici, il y a un article qui a été publié en 2019, où on reprend tout ça. Voilà, donc on connaît très bien l'air d'une cellule, c'est à peu près 200 fois 500 microns carrés. Pourquoi? Parce que vous avez de l'eau en extracellulaire et de l'eau aussi en intracellulaire. Donc on a deux possibilités de coder l'information, soit en extra, soit en intra, d'où le facteur 2. Et ça, c'est la surface associée à une cellule eucaryote qui a un rayon de 10 microns. Donc ça correspond grosso modo à une surface de 500 microns carrés. On sait, on l'a vu, qu'un domaine de cohérence, c'est 100 nanomètres par 100 nanomètres. Donc c'est 10 puissance 4 nanomètres carrés, il suffit de faire le rapport. On voit donc qu'on a 100 000 domaines de cohérence à la surface d'une cellule eucaryote. On peut placer 100 000 domaines de cohérence. Ensuite, pour ceux qui ont fait de l'informatique, c'est simple, on sait qu'un octet, c'est 10 bits. Donc chaque bit correspond à un 0 et un 1. Donc ça veut dire qu'on a une mémoire, un disque dur fait d'eau d'environ 10 kilooctets par cellule. Alors 10 kilooctets par cellule, c'est pas énorme, mais par contre, c'est, lorsqu'on prend en compte par exemple que le corps humain contient 3,7 10 puissance 13 cellules, ça c'est les derniers chiffres tels qu'ils sont évalués en biologie, eh bien ça correspond quand même à 372 pétaoctets de disque dur. C'est-à-dire que vous avez un disque dur qui fait à peu près 372 pétaoctets. Votre corps fonctionne comme ça. Alors, évidemment, les pétaoctets, on ne les connaît pas trop. On connaît les gigas, les téras. Mais les pétas, c'est vrai que c'est déjà encore un cran au-dessus. Donc, je vous rappelle que les pétaoctets, c'est 10 puissance 15 octets. Et si on veut convertir cette taille mémoire en ce qu'on appelle une vidéo Blu-ray, c'est-à-dire un film de très bonne résolution, avec un bon son et beaucoup d'images,
eh bien on voit qu'on a une capacité de stockage de 17 siècles. C'est-à-dire que votre corps peut enregistrer des images et du son sous forme binaire, 0 et 1, dans ces domaines de cohérence. Il peut enregistrer 17 siècles d'existence, grosso modo. Moi, je vous rappelle que la vie humaine, c'est un siècle, donc c'est tout à fait bon. On a largement la place pour ne pas saturer le disque, et ce qui a pour conséquence qu'on peut se voir en fait comme un gigantesque disque dur. Le corps est un gigantesque disque dur, fait d'eau, d'huile, pour faire cette structure bidimensionnelle, faire ses cellules, et ensuite, là-dessus, on peut écrire et lire de l'information. Voilà, donc dans la vidéo prochaine, je vous montrerai que ça, ce n'est que la partie statique du problème, on a aussi une version dynamique.